Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le mug. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 13 septembre et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la patate ce matin. En tout cas, moi ça va, je me suis réveillée du bon pied. Je regarde un petit peu qui nous a rejoint là dans la chatroom. Salut Oleg, salut Pierre-Rout, salut Locan, salut ActuTech, salut Agno qui nous a pris un abonnement, un grand merci à toi. Merci également à Fressavo pour ton abonnement, également à Fred Sèche 71, un grand merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. J'en profite, salut Yves, pas trop stressé d'utiliser le nouveau studio, bah écoute, je suis encore en train de prendre mes marques hein, pour information, c'est pas super évident, il faut que je prenne l'habitude de switcher de caméra, que je commence à me repérer un petit peu dans tous les réglages, etc. Mais on va y arriver, en tout cas c'est quand même très agréable comme décor, comme équipement, comme bureau qui est pensé vraiment exclusivement pour le streaming. Donc c'est sûr que c'est pas mon petit équipement chez moi quoi. Premier mug depuis la rentrée pour ta part El Mama. Écoute, un grand plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Faudrait augmenter un petit peu, d'accord. Alors. Le micro. Ouais. Ouais, je vais te le monter un peu. Technicien va me monter le micro, merci. Déjà, je prépare le décor. Ok, donc du coup, oui, la technique. J'ai mon technicien qui va monter le son. Un grand merci. Et toutes mes excuses à Samuel, j'ai complètement oublié de mettre mes articles dans Flipboard parce que du coup, avec la technique, je pense pas à tout. Est-ce que le son, c'est bon cette fois-ci? Il a été monté, est-ce que ça suffit ou il faut encore le monter un petit peu? Dites-moi comment c'est de votre côté. Salut Amekaz, salut Nerolf. Salut Laurent, salut Laurie, salut Ops, salut Obsben, salut Quentin. C'est un peu fort. Le son va nickel. Bon. Du coup, si c'est un peu fort, n'hésite pas à baisser un petit peu le son. J'ai pas envie de te crier dans les oreilles. Surtout le matin au réveil, c'est un peu violent. C'est bon. C'est bon. Un grand merci pour votre retour. Donc voilà, écoutez, voilà, je suis encore en période d'ajustement, hein, du coup, avec ce nouveau studio. Donc soyez indulgents. Je vais peu à peu prendre mes marques et c'est normal hein, au fur et à mesure des semaines. En plus, comme je fais qu'une fois par semaine, évidemment, ça va mettre un petit peu plus de temps pour que ça rentre, hein, que je me sente particulièrement à l'aise. Mais c'est déjà très agréable d'un point de vue confort, matériel, etc. C'est quand même super agréable. Donc, je suis ravie en tout cas de vous retrouver dans ce studio. C'était bien avant, c'est bien maintenant. Bon, écoute, tout va bien dans ce cas Bistropixel, tout va bien. Donc du coup, de quoi va-t-on parler ce matin? Alors, on va faire notre petit sommarion. On va évidemment parler, alors vous l'avez peut-être vu passer, puis on ne fait que parler d'Apple un petit peu en ce moment, hein, c'est toujours un petit peu la saison avec la rentrée de septembre. On va évidemment parler de la sortie de iOS 16 qui est disponible depuis hier soir en téléchargement. Donc vous pouvez essayer depuis vos appareils, du coup iPad, iPhone, etc. Voir si vous pouvez le télécharger. Moi j'ai essayé, j'ai eu des bugs. Je pense que les serveurs étaient en galère hier soir parce que tout le monde voulait l'avoir. Donc moi j'ai eu un message comme quoi il était impossible d'installer la mise à jour. Frustration. Je voulais commencer à customiser mon lock screen, etc. Et j'ai pas pu. Donc, j'ai pas pu tester les nouveautés de iOS 16, mais ça nous empêchera pas d'en parler et de vous poser quelques questions à ceux qui ont pu tester et qui ont commencé à jouer avec.
Et donc, on parlera d'une des nouveautés qui arrive avec iOS 16, c'est la fonctionnalité de Passkeys qui a pour but de, à terme, tuer les mots de passe. Et c'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire, parce que les mots de passe, c'est quand même une grosse prise de tête. Et donc, les Passkeys, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Je suis assez emballée par l'idée. Donc, on verra un petit peu ensemble de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Voilà pour vous familiariser avec cette fonctionnalité et cette nouveauté. On parlera aussi de Facebook ou de Meta plutôt qui a eu un petit couac puisqu'en fait il y a le prochain casque VR de Facebook qui a leaké puisqu'il a été laissé a priori à l'abandon dans une chambre d'hôtel, donc le Meta Quest Pro qui aurait été oublié. Donc on a une vidéo carrément où on va pouvoir voir un petit peu le rendu du casque qui a bien évolué. Donc voilà, donc ça sera assez intéressant de discuter du look et du form factor du casque de réalité virtuelle de Facebook nouvelle génération. Et puis la grosse news du jour, c'est évidemment Tencent, donc le géant chinois qui rentre au capital de la société Ubisoft, gérée par les frères Guillemot, donc les Français, c'est une société française, Ubisoft, et qui maintenant va avoir 49,9% de son capital qui est géré par Tencent. Voilà, donc ça c'est grosse news. On verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour Ubisoft. Est-ce qu'ils perdent le contrôle de leur boîte? Est-ce que Ubisoft devient chinois et contrôlé par les Chinois? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir d'Ubisoft? Ça sera intéressant d'en discuter ensemble. Voilà, on continuera, et cette fois-ci on continuera du côté de Twitter. Twitter qui est vraiment dans la panade, faut le dire, on en parlait déjà en début d'année, cette histoire avec Elon Musk de rachat avorté pour des doutes d'Elon Musk sur les spams et les bots, etc. présents sur la plateforme. Et maintenant, alors je ne sais pas si on vous en a parlé durant le mug de l'été, mais il y a le Head of Security, l'ancien chef de sécurité du département sécurité de Twitter qui a démissionné de Twitter, ça faisait à peu près 2 ans qu'il y était, et qui a carrément publié une lettre à la SEC et FTC, donc les organismes régulateurs aux États-Unis, accusant Twitter, en tout cas partageant des craintes sur le manque de sécurité de Twitter et des mesures en place existante, quoi. Donc voilà, donc ça, il s'est transformé en whistleblower, en lanceur d'alerte ici, pour alerter justement sur les problématiques de sécurité de Twitter. Et donc du coup, de la pression s'accumule ici sur Twitter, et on verra un petit peu des sénateurs également commencent à faire pression sur Twitter pour avoir une réponse suite à cette lettre. Et puis on terminera avec un sujet quand même plus léger, quand même pour clôturer l'émission. On parlera des Emmy Awards, cérémonie de récompense des séries télé. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est du paysage audiovisuel aujourd'hui. Et il y aurait en tout cas des inquiétudes potentiellement sur le secteur, avec potentiellement la fin de ce qu'on appelle le Peak TV. Alors c'est quoi le Peak TV? C'est Peak, c'est P-E-A-K, donc comment dire, on va dire c'est le pic télévisé, de télévision, on va dire, qui est en fait cette période de production intense de programmes avec un nombre croissant de productions audiovisuelles, de séries à disposition, etc., avec tous les acteurs de type Netflix, Apple TV, etc., qui se sont mis à produire des programmes originaux, même Amazon, etc., et qui a multiplié l'offre. Et c'est vrai qu'on était toujours dans une accélération et surenchère, et a priori, on arriverait justement à ce plafond de verre finalement de quantité de contenu produit, et on irait vers une réduction de programmes, de nombre de programmes produits chaque année. Donc on en parlera suite évidemment au climat économique, à la concurrence qui se fait de plus en plus féroce et donc qui devient de plus en plus difficile d'avoir des gros hits.
Donc, ça sera intéressant d'en parler. Et donc, du coup, voilà, c'était dans ce climat-là que la cérémonie se déroulait donc hier soir. Et on fera le tour un petit peu des gagnants, des perdants des Emmy Awards. On pourra partager notre joie ou notre frustration en fonction des séries qui ont gagné ou pas. On le verra ensemble en fin d'émission. Voilà pour le sommaire ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Et je vous propose de passer sans plus tarder au Kawa. Et donc voilà, on commence avec les premières actualités tech ce matin et on va parler du coup de iOS 16. Alors iOS 16, nouvelle mouture du système d'exploitation Apple sur les iPhones notamment. Et donc c'est pas la plus grosse mise à jour qu'on attendait et de toute façon en ce moment, ces dernières années, c'est plutôt des mises à jour incrémentales, etc. Qui sont mises à disposition. Mais quand même, il y a un gros pas ou un gros changement ici de la part d'Apple, c'est les possibilités de personnalisation de votre téléphone, de votre iPhone, puisque on arrive avec, pour la première fois, des écrans de verrouillage qui peuvent être personnalisés. Alors vous allez me dire, ok, c'est la grosse révolution des écrans de verrouillage, top quoi. Mais en fait, ils l'ont fait de manière assez maligne quand même, avec plusieurs choses. Donc à la fois des jeux malins d'affichage d'heures qui vont se mettre par-dessus des sujets de photos ou derrière des sujets photos. Donc on va avoir une intégration entre votre fond d'écran et si c'est une photo avec le premier plan, arrière-plan, etc. qui va jouer avec l'heure qui va s'afficher entre les différents plans de cette photo. Donc ça crée un écran de verrouillage plus sympa, plus comment dire, personnalisé. Et donc c'est plus agréable, mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de placer l'heure comme ça et qui va s'afficher derrière certains plans de votre arrière, de votre j'ai du mal, de votre wallpaper en tout cas, mais c'est également de pouvoir jouer avec des espèces de complications. Alors les complications, c'est ces espèces de petits widgets que vous avez sur l'Apple Watch, sur l'écran d'accueil, qui vous permet d'avoir en un coup d'œil des informations condensées, notamment sur vos trackers d'activité ou sur votre agenda, etc. Et donc, en fait, on a ça qui arrive également sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. Vous allez pouvoir ajouter ça. Mais ça ne s'arrête pas non plus ici, puisque vous allez pouvoir définir différents écrans de verrouillage en fonction de moments de la journée. Et, par exemple, vous pouvez définir pendant vos horaires de bureau un écran de verrouillage spécifique. En dehors de vos horaires de bureau, un écran de verrouillage plutôt détente, durant la nuit, un autre écran de verrouillage. Enfin voilà, vous allez pouvoir en adapter différents pour adapter les écrans de verrouillage à vos besoins en fonction des moments de la journée. Je trouve ça assez sympa, quoi. Et en effet, c'est pas tout. Mademoiselle Camille, tu fais bien de le rappeler, puisque la personnalisation, c'est pas juste pouvoir ajouter des complications, avoir ce fond d'écran ou cette photo qui peut s'intercaler avec l'heure, etc. Mais c'est également pouvoir modifier la typo, la police de caractère utilisée sur l'écran de verrouillage, ce qui est quand même une première chez Apple, hein. Enfin, je veux dire, ils sont quand même assez contrôle fric sur ce genre de choses, mais également la couleur. Donc, vous pouvez étaler votre mauvais goût sur votre iPhone. Je pense aux grandes dames des designers Apple. mais voilà, ça va permettre plus de personnalisation pour le pire ou pour le meilleur. Voilà. iOS 16 dispo à partir de l'iPhone 8. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que j'ai le détail là-dessus? Mais en gros, oui, c'est iPhone 8. Hein. Non, j'ai pas le détail dans l'article. Je vérifie au cas où. Mais quand j'ai lu d'autres articles, c'est ce que j'avais vu aussi.
Donc voilà, je te crois. Tu fais bien de le préciser. Voilà, donc si vous n'avez pas réussi en tout cas à télécharger la mise à jour hier soir, pas de panique. Moi, c'est mon cas aussi. Hein, j'ai eu des erreurs, etc. À un moment donné, j'ai cru qu'il l'avait téléchargé et il était sur le point d'installer. Puis après, au moment d'essayer de l'installer, il m'a dit erreur. Donc voilà. Il va falloir être un petit peu patient. Oui, voilà, c'est ça. En possession, donc iPhone 8, iPhone SE de deuxième génération d'un modèle plus récent. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui ont au moins un iPhone 8 ou un iPhone SE de seconde génération et tous les iPhones plus récents que ça, vous pourrez installer iOS 16. Voilà. Et donc du coup, donc voilà, vous avez donc ce fameux écran de verrouillage personnalisable pour pouvoir justement en avoir plusieurs. Il suffit de garder votre doigt maintenu sur l'écran de verrouillage pendant quelques secondes et ça va vous donner l'aperçu. Vous pourrez scroller horizontalement pour voir les différents écrans de verrouillage que vous avez et tout simplement pouvoir avoir la possibilité d'en ajouter un nouveau. Voilà, donc là, quelques petits exemples pour vous montrer à quoi ça peut ressembler un petit peu ces écrans de verrouillage ici. Donc les jeux avec les photos, les jeux avec potentiellement des emojis, etc. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez donc configurer différents styles, avoir donc des widgets ici sur votre fond d'écran, etc. et différentes mises en page. Alors, eux, ils les appellent pas des complications, mais des widgets, mais ça ressemble quand même, ça rappelle énormément quand même tout ce qu'ils avaient fait sur l'Apple Watch, quoi. Voilà, et vous pouvez voir d'ailleurs que vous avez donc des typos différentes, quoi. Voilà pour ça. Mais ce n'est pas la seule nouveauté disponible avec iOS 16, hein, puisque vous allez pouvoir... Alors, attendez, hop... vous allez pouvoir... Voilà, il y a donc d'autres nouveautés qui arrivent, notamment sur des applications. Hop, juste petite information pour ceux qui regrettaient la disparition de pouvoir voir afficher l'album que vous étiez en train d'écouter sur votre écran de verrouillage. C'est de nouveau disponible, donc ça revient. Donc ça, c'est pour moi, j'avoue que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir l'avoir, mais maintenant, ça y est, c'est revenu. Vous pourrez avoir le widget et l'information quand vous lisez des albums qui s'affichent sur l'écran de verrouillage. Donc ça, c'est bienvenu. Mais il y a d'autres... nouveautés, notamment sur les applications du coup d'Apple directement. On va commencer par Plan. Plan, qu'est-ce qui se passe? Alors, pas grand-chose, mais une nouveauté quand même bienvenue, c'est le support de la fonctionnalité d'itinéraire multi-étapes. Donc, tout simplement, au lieu d'avoir un itinéraire qui va d'un point A à un point B, vous pourrez avoir un itinéraire qui va d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, etc. Et vous pourrez ajouter. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe de manière assez traditionnelle de toute façon dans des applications d'itinéraire type Google Maps, etc. Et donc, du coup, maintenant, ça fait son arrivée sur Plan. Donc, ça, c'est pas mal. Autre nouveauté spécifique à la France, c'est qu'on va avoir maintenant l'arrivée des nouvelles cartes en France. Donc, à voir si vraiment la qualité est meilleure, plus précise, etc. Mais voilà, ça, c'est spécifique un petit peu à la France. Côté application météo, là aussi, on a des choses intéressantes, hein. C'est des applications qui se musclent un petit peu, ou tout simplement, vous pourrez touchant, en appuyant un petit peu plus longtemps sur certaines parties des informations météo, avoir un affichage plus détaillé de ces informations spécifiques. Donc, notamment, si vous appuyez sur tout ce qui est température, vous allez avoir un affichage détaillé ici. Donc, je vous le montre rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis désolée, j'ai un espèce de vidéo qui essaye de charger là. Donc voilà, donc vous pouvez voir donc le premier écran standard de l'application météo à gauche. Ensuite, vous avez le détail de la température ici. Et puis, si vous essayez d'en savoir plus sur l'heure de coucher, vous pouvez également avoir un aperçu un peu plus précis. Voilà. Donc ça paraît tout simple, mais encore une fois, ça permet d'aller plus loin, d'être plus précis sans compliquer non plus l'expérience parce que c'est fait de manière assez maligne.
Également, dans l'application Message, vous avez la possibilité maintenant, comme dans WhatsApp, de pouvoir supprimer ou modifier un message quelques minutes après son envoi. Donc là, voilà, cette nouveauté arrive. Alors attention, cette nouveauté ne sera compatible qu'avec des appareils sous iOS 16 ou le dernier macOS, c'est-à-dire macOS Ventura, qui ne sera disponible que le mois prochain, je crois. Donc attention à ça, soyez-en conscients voilà, sur cette fonctionnalité. Sinon, il faudra être un petit peu plus patient. Mais voilà, vous aurez la possibilité du coup de supprimer ou modifier un message dans quelques minutes après l'envoi. De la même manière, hein, d'ailleurs, dans l'application Mail, on a un peu le même aspect similaire, c'est-à-dire vous aurez la possibilité d'annuler un envoi d'email depuis l'application Mail native si ça a été effectué par erreur. Donc en gros, vous avez un petit décompte au moment où vous cliquez sur envoyer, vous avez un petit décompte qui vous permet d'annuler, vous avez un petit minuteur. Et puis également, vous aurez la possibilité de programmer des envois d'email à une date ultérieure. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, le fait de pouvoir programmer des envois d'email, ça permet aussi de mieux gérer le temps de travail de ses collaborateurs et de ne pas forcément envoyer un email professionnel à des horaires non raisonnables et donc de protéger un petit peu la sphère privée et professionnelle. Donc je trouve ça plutôt bienvenu, surtout dans cette ère où l'équilibre vie pro, vie perso peut être un peu plus flou, notamment avec tout ce qui est télétravail, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment bienvenu. L'application maison aussi se refait une petite beauté. Hein. Voilà, donc je peux vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Pas de grosses nouveautés, mais bon, voilà, c'est plus sur 3 colonnes, les espèces de petits objets domotiques que vous pouvez contrôler, mais sur 2 colonnes, avec un détail un peu plus précis de qu'est-ce que c'est. Voilà, mais ça reste assez léger. En tout cas, moi, à première vue, je trouve ça assez léger. Je la trouve vraiment pas pratique, cette application maison. Elle n'est pas très agréable à utiliser. Du coup, je ne l'utilise pas, en fait, tout simplement. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous aurez... Oui, alors une fonctionnalité qui est sympa aussi et qui rejoint un petit peu la fonctionnalité de wallpaper avec l'heure qui s'intercale entre les différents plans, c'est pouvoir facilement détacher un objet d'une photo de l'arrière-plan. En maintenant votre doigt appuyé, vous allez pouvoir détacher le sujet et potentiellement l'enregistrer dans une photo séparée, etc. Donc ça, c'est assez impressionnant hein, quand même. Il y a un effet assez waouh. Je suis pas sûre que je l'utiliserai souvent, honnêtement. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement sur une photo et que vous souhaitez partager que ça peut être intéressant. Enfin, donc du coup, c'est quand même assez impressionnant. Je l'avais testé sur l'iPhone de Jérôme quand il était passé sur la bêta. Et c'est assez bluffant quand même le rendu, même si c'est pas toujours parfait. Il y a ça, vous pourrez désormais basculer vos appels FaceTime d'un appareil à l'autre. Ça, je trouve ça assez intéressant pour le coup. Surtout, on est dans cette ère où on est assez mobile, donc potentiellement vous commencez sur l'iPad, mais finalement vous souhaitez aller ailleurs et donc l'iPad vous voulez le laisser ou votre ordinateur vous souhaitez le laisser, vous voulez le basculer sur l'iPhone. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir basculer les appels sans avoir à raccrocher. Encore une fois, ça nécessitera évidemment que les différents appareils soient sur la même génération d'OS, hein, donc iPadOS 16, iOS 16 ou macOS Ventura pour ça. Vous aurez également l'application Apple Traduire qui vous permettra désormais de traduire le contenu d'une photo en temps réel. Donc là, évidemment, ça rappelle ce qu'on avait vu du côté de chez Google, qu'ils le font déjà depuis quelques années. On aura également l'application Form qui était exclusive aux propriétaires d'une Apple Watch jusqu'ici, mais qui maintenant est disponible pour tous. Et donc, elle vous permettra de consulter le nombre de pas ou de kilomètres effectués et de potentiellement vous inscrire à Apple Fitness Plus.
que je sais que Guillaume est en train de tester et qui a été plutôt agréablement surpris d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, en gros, c'est à peu près, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde un petit peu si vous avez des choses particulières qui vous intéressent dans la chatroom. Il y a Grolb qui nous dit pouvoir programmer des relances, rappels qu'on envoie par email. Ça, c'est pratique, tout à fait. Hop, je regarde. iPadOS sera disponible quand? C'est une bonne question. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je regarde si c'est disponible de mon côté. Je fais rechercher une mise à jour. Et j'ai que 15.7 pour l'instant. J'ai que 15.7, donc je ne sais pas quand iPadOS va sortir. On nous dit octobre, dans un mois environ. Merci beaucoup la chatroom pour votre réponse. Voilà, donc comme ça tu as ta réponse. Je lis un petit peu vos commentaires. Nerov qui nous dit « J'arrive pas trop à voir le use case de l'envoi différé de mail, mais c'était sûrement très demandé. » Ah ouais, moi je le fais pas mal. Notamment pour du recrutement aussi, je le fais pas mal. Pour pouvoir mieux gérer les horaires d'envoi. Et généralement, je préfère envoyer des mails en début de journée qu'en fin de journée. Je trouve ça plus respectueux. Donc, j'évite d'envoyer des emails passé 19h, quoi. Ou même 18h30, etc. Et je les envoie plutôt le lendemain. Donc ouais, moi, je le fais pas mal, en fait, l'envoi différé. Ça me permet d'organiser un peu le travail et de me dégager, du coup, des tâches assez ingrates. Comme ça, le lendemain matin, je suis un peu tranquille. Voilà. Je lis un peu vos commentaires. Il y a Néo qui nous dit « Moi, je le fais plus sur les messageries instantanées que sur les mails. » Ouais, c'est valable aussi tout à fait, Néo 9256. Je suis d'accord avec toi, je le fais pas encore sur Slack, mais je pense que je devrais plus le faire. Je trouve ça assez malin. Très, très malin aussi. Voilà. Donc voilà en tout cas pour les principales nouveautés. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour les iPhones, les nouveaux iPhones, ça sera exclusif aux nouveaux iPhones, mais le notch se transformera en petite pilule en haut qui sera dynamique en fonction de ce que vous faites et vous affichera des informations différentes en fonction de ce que vous faites. Je trouve ça assez intéressant, assez malin. Voilà, mais ça c'est spécifique aux vraiment tout derniers iPhones. On pourra vous en parler un peu plus en détail lorsqu'on vous fera le déballage. On attend évidemment de recevoir ces petits iPhones en question. Mais autre fonctionnalité où je voulais en parler un petit peu plus, c'est la fonctionnalité de Passkeys. Passkeys, donc tout ça pour plus vous protéger, vous simplifier la vie. Alors c'est à la fois pour améliorer votre sécurité à vous et pour vous simplifier la vie. Donc ça que je trouve vraiment intéressant. C'est pas juste vous donner une contrainte supplémentaire, mais c'est au contraire vraiment vous enlever une prise de tête que sont ces mots de passe qu'il faut retenir, etc. Voilà. Et donc du coup, à partir donc de ce lundi 12 septembre, hier soir, avec cette fameuse mise à jour iOS 16, vous aurez la possibilité d'utiliser les fameux passkeys qu'on peut traduire de manière un peu littérale, clé d'accès, et qui a pour principe de pallier à la faiblesse des mots de passe, qui sont notamment, beaucoup d'utilisateurs choisissent des mots de passe soit trop simples, soit utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services, voilà, ou tout simplement se font avoir par des campagnes de phishing et vont donner leur mot de passe sans le vouloir à des personnes malveillantes. Voilà. Et donc, du coup, les passkeys ici, le but, c'est de renforcer la sécurité en vous enlevant cette contrainte de mot de passe. Donc, comment ça fonctionne
vraiment concrètement les passkeys. Alors, il faudra obligatoirement utiliser un appareil qui vous appartient, donc smartphone, ordinateur, tablette, votre choix. Ce qui se passe, c'est que si on prend l'exemple du smartphone et que vous rendez sur un service et que vous souhaitez commencer à utiliser un service et à créer votre compte, vous allez avoir le smartphone qui va créer alors deux clés chiffrées, deux clés chiffrées. L'une qui va être du côté du service et de l'autre côté et l'autre qui sera stockée vraiment sur votre smartphone et qui sera associée à votre smartphone. Et donc, la clé du service sera une clé publique et la clé privée est celle qui est uniquement sur votre smartphone. Et ce sont donc deux clés qui sont uniques et spécifiques à ce service. Donc, pour chaque service, il y aura deux clés de générer. Donc, comme ça, déjà, ça tue le risque d'utiliser les mêmes mots de passe ou en tout cas les mêmes identifiants ou la même sécurité pour tous les services. C'est-à-dire, vous aurez pour chaque service deux clés générées, une publique côté service, une privée pour vous, qui va vous permettre de faire la communication et la connexion. Pour finaliser la connexion, donc vous avez ces deux clés d'abord qui doivent communiquer entre elles. Je ne vais pas vous expliquer le détail parce que c'est technique, quoi. Mais en tout cas, avoir deux clés, ça permet de communiquer entre elles et de s'assurer de la légitimité de chacune. Et puis ensuite, pour finaliser la connexion, vous allez devoir valider, donner votre accord. Et ça, pour donner votre accord, ça peut se passer par le moyen biométrique de votre choix. Donc, c'est soit valider avec votre empreinte, soit faire du Face ID, soit, c'est pas forcément biométrique, mais vous avez un code que vous pouvez taper ou un schéma. Enfin bref, toutes les méthodes de validation qui sont disponibles aujourd'hui sur les différents appareils. Et celui que vous utilisez par défaut sur votre appareil à vous. Donc voilà, donc moi par exemple sur mon iPhone, j'utilise à la fois le Face ID et en fallback, j'utilise... Si ça fonctionne pas parce que ça me reconnaît pas et que j'ai une sale tête, ça va changer vers le code. Et ben voilà, ça sera l'un ou l'autre, quoi, en fonction. Et une fois, du coup, que tout ce processus est fait, ça veut dire que, du coup, la connexion est validée. Elle peut être stockée dans votre trousseau privé. Et c'est là que, pour chaque service, toutes ces clés et tous ces accès seront stockés dans votre trousseau. Et voilà, et donc ça sera, si c'est un iPhone, ça sera stocké dans le trousseau qui est stocké sur l'iCloud d'Apple. Si c'est Google, ça sera stocké sur le Drive. Si c'est Microsoft, ça sera stocké sur OneDrive. Ça sera évidemment en fonction du logiciel de l'appareil que ça sera stocké sur le cloud respectif. Et puis du coup, ces passkeys, le grand intérêt, c'est qu'elles seront disponibles sur tous les appareils qui partagent le même écosystème. Donc, si vous avez un écosystème, par exemple, moi, j'ai 2 Mac, un iPhone et un iPad. Pourquoi j'ai 2 Macs ? Parce que j'en ai un qui est perso et l'autre qui est professionnel. Vous aurez du coup ces passkeys qui seront disponibles sur les 4 appareils, puisque à chaque fois, vous vous loguez avec votre compte Apple sur chacun de ces appareils, donc il est capable de vous identifier à chaque fois. Donc ça va vraiment vous simplifier la vie. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un Android et que je travaille sur Mac, par exemple, ou si j'ai un Android et que je travaille sur Windows. C'est quand même, là, pour le coup, tout le monde n'a pas des appareils qui appartiennent exactement au même écosystème. Là, pour l'instant, c'est pas génial en termes de partage de passkeys. C'est pas tout à fait possible de les faire voyager facilement d'un écosystème à l'autre. Elles ne se synchronisent pas automatiquement entre les différents clouds ou entre les différents écosystèmes. Donc, il faudra le faire soit manuellement. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais voilà, le seul moyen pour l'instant, c'est là-dessus. C'est manuellement. Après... c'est le début des passkeys et à mon avis, ils sont en discussion aujourd'hui pour travailler là-dessus. On en est vraiment qu'au début. De la même manière,
Si vous allez chez un pote et que vous voulez passer votre playlist Spotify et que vous voulez vous connecter votre compte parce que c'est plus facile ou j'en sais rien, ou que votre playlist est privée, du coup, vous avez besoin de vous connecter, mais là, c'est pas votre appareil sur lequel vous essayez de vous connecter. Bah là, ils ont prévu un système alternatif de QR code où, du coup, quand vous approchez un de vos appareils d'un autre appareil où vous essayez de vous connecter, bah, potentiellement vous aurez du coup une petite question, une espèce de pop-up qui va vous demander si vous souhaitez vous connecter sur ce service, et là vous pouvez du coup ensuite vous connecter depuis le device qui est à vous sur l'ordinateur de votre pote grâce au QR code qui va vous demander de valider là-dessus. Voilà, donc il y a plein de petits systèmes comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et en effet, Le Monde est allé contacter Google, Microsoft, et ils ont confirmé qu'ils étaient en train de travailler à ouvrir la gestion de ces passkeys à des acteurs tiers tels que gestionnaires de mots de passe. Moi, c'est la première question à laquelle je me suis posée. Moi, aujourd'hui, mes mots de passe, ils sont intégralement gérés sur OnePassword. Et j'aime pas trop utiliser le trousseau Apple ou autre, parce qu'en fait j'aime pas multiplier là où je stocke mes mots de passe, et donc j'utilise OnePassword. J'aimerais que tout soit dans OnePassword, pas forcément dans Chrome, pas forcément dans le trousseau d'Apple, etc. Et donc du coup, bah, moi j'attends vraiment avec impatience le moment où OnePassword pourra gérer du coup ces passkeys lui-même. Voilà, donc il y a OnePassword, mais il y a également LastPass, Dashlane, etc. Voilà. Voilà. Donc, je trouve ça quand même super intéressant, cette nouveauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom. Est-ce que vous êtes impatient, du coup, de pouvoir vous débarrasser de ces mots de passe? Alors, je vais vous faire un petit sondage parce que je suis quand même intéressée. Hop, allez-vous utiliser les passkeys? Hop, évidemment, ce clavier, je ne sais pas l'utiliser parce qu'il est compliqué pour rien. Je n'arrive pas à mettre un tiret. C'est quand même incroyable. C'est difficile de... Putain, c'est quoi ce clavier? Bon, je vous mets un égal, hein, parce que c'est pas un clavier classique. Alors, j'ai mis un commentaire au lieu d'un sondage. Je suis vachement bien réveillée ce matin. Hop, Paul. Eh ben oui, c'est notre ami Paul. Et donc, je dois tout retaper. Super. Est-ce que vous allez utiliser les passkeys? Passkeys. Absolument. Sûrement. Et hop, 2 minutes. À vous de jouer dans la chatroom. Petit sondage, je suis curieuse de voir si vous allez les utiliser. J'en ai profité pour voter moi aussi. Et donc du coup, alors il y a des personnes qui sont contre. Donc du coup, ça m'intéresse. J'ai peut-être raté vos commentaires. Du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Parce que du coup, moi, je ne connais pas en sécurité. Et donc du coup, ça m'intéresse d'avoir votre retour et de comprendre pourquoi vous êtes contre. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. C'est le même principe que le mot de passe au final. Avec un gestionnaire, ça ne changera pas grand-chose. Je réfléchis. C'est vrai que si tu fais déjà toutes les bonnes pratiques avec le gestionnaire, oui. Mais en fait, ça sera quand même plus simple pour te loguer, je pense.
Tu auras, je pense, une étape en moins. Même si tu utilises un gestionnaire de mot de passe, je pense que tu auras une étape en moins pour te loguer. Je pense que tu auras cet aspect-là qui est plus facile. Mais c'est vrai que quand c'est bien intégré avec un gestionnaire de mot de passe, c'est relativement transparent à la connexion. Je regarde un peu vos commentaires. Hop. Hop. Il y a l'homme de Wars qui nous donne un commentaire un peu cryptique. Principe de sécurité en informatique, quelque chose je suis, quelque chose que je connais, quelque chose que je possède. Je ne comprends pas ton commentaire. Il est intéressant, un peu cryptique. Si tu veux m'aider à le décoder, ça m'intéresse. J'aime pas trop l'idée de tout au même endroit, c'est pourquoi je préfère Bitwarden pour le mot de passe. Et puis ça fonctionne super bien. Je connais pas Bitwarden, je connais pas du tout. Mais du coup, les gestionnaires de mots de passe, c'est le même problème. Hein, c'est-à-dire que tout est stocké au même endroit dans ton gestionnaire de mots de passe. Non ? Gestionnaire puis Face ID, c'est transparent. Ouais, tout à fait, Romuald. C'est pour ça que je disais, quand c'est bien intégré, c'est assez transparent déjà aujourd'hui. Ah là là, mais vous freinez, vous êtes assez frileux au changement hein, dans la chatroom. Ou sinon, à l'ancienne, papier-crayon. Chloé, best practice. L'adoption de ce système nous rendra encore plus dépendants des géants du numérique. Ouais. Non. Enfin, là ça fait un peu... ça fait un peu complotiste comme commentaire quand même. Moi, par exemple, c'est pour ça que j'aime pas l'idée de stocker les mots de passe dans le trousseau Apple ou l'iCloud Apple, etc., parce que je veux que ça soit disponible à travers les écosystèmes. Et c'est justement pas le cas, c'est pas facilement possible aujourd'hui. Mais je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, hein, de toute façon. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant de savoir que Apple, Microsoft et Google travaillent ensemble dessus, c'est que si tous les trois commencent à utiliser les passkeys, en fait, la compatibilité sur les appareils du monde entier va être énorme. Et donc, ça va faciliter cette adoption et cette meilleure sécurité. Et donc, du coup, si leur enjeu, c'est l'adoption de ce nouveau système de sécurité, ils auront tout intérêt aussi à faire en sorte que les gestionnaires de mots de passe ou ces acteurs tiers puissent également travailler avec ces passkeys. Et donc, tu pourras ne pas être dépendant de Apple, Google, Microsoft, mais pouvoir utiliser le service qui, toi, te convient et qui n'est pas forcément un des GAFAM. Mais je pense que c'est quand même mieux que d'afficher tes mots de passe sur un papier sur ton bureau ou dans l'espace de travail où les gens peuvent zioter ou essayer de les retenir. Enfin, moi, j'essaie même plus de les retenir, quoi. C'est plus la peine. Mais comment ça marche? Ils doivent avoir accès à nos identifiants du coup. Alors, c'est chiffré. C'est chiffré, donc généralement, enfin, tu peux pas, ils peuvent pas, eux, l'utiliser. Parce qu'en fait, il faut que ce soit le combo en plus des deux clés qui se parlent en elles-mêmes. Et une est côté service et une est stockée chez toi. Donc, c'est ça aussi qui a un intérêt intéressant. Donc, voilà. On verra, du coup. On verra comment ça se passera pour le développement de ce système. Il faut laisser maturer cette techno le temps de combler les premières failles. Je suis assez d'accord avec toi, Anvoot. C'en est vraiment qu'au début. Ouais, c'en est qu'au début. Hein. Mais je trouve ça assez excitant, quoi. Alors, je pense pas qu'il y ait un mot de passe de backup, hein, Kazad, mais il y aura un moyen pour récupérer. Il faudra juste que tu vérifies ton identité auprès de ce service de nouveau.
Parce qu'en effet, qu'est-ce qui se passe si tu perds, par exemple, ton iPhone et qui était le seul appareil où tu stockais tes passkeys parce que tu n'as pas d'autres appareils Apple autre que l'iPhone. Et ben là, comment tu fais? Est-ce que tu perds complètement l'accès aux services, etc. Non, je pense qu'il y a, comme aujourd'hui, il y a des moyens pour mentionner j'ai perdu mon mot de passe, quelle est la procédure pour retrouver l'accès à mon compte. Je pense que tu auras un moyen de faire ça également si tu utilises un passkeys. Tout à fait. Donc voilà, on n'en est qu'au début de cette technologie et de cette nouvelle étape en termes de sécurité, mais ce sera intéressant à suivre. Voilà. Je vous propose de passer à l'article suivant et on va parler notamment, on parlait de sécurité, on va parler du manque de sécurité peut-être chez Facebook, ou en tout cas de précaution, puisqu'a priori ils ont laissé un prototype ou un modèle en tout cas de leur dernier casque VR de réalité virtuelle dans une chambre d'hôtel et donc qui a du coup été trouvé par un agent d'entretien. Et qui a permis de publier une vidéo sur Internet sur à quoi ça ressemble, le look de la boîte, des accessoires, etc. Donc en effet, le Meta Quest Pro aurait été oublié dans un hôtel. Alors sachant que normalement, on a l'annonce officielle quand même qui est prévue pour le 11 octobre prochain. Vraiment date officielle de l'annonce de ce casque de réalité virtuelle. Et donc du coup, jusqu'ici, nous, on le connaissait sous le nom de projet Cambria, hein. Mais voilà, donc est-ce que je peux vous montrer un petit peu hop, voilà. Je vous montre un petit peu la vidéo qui a été faite. Alors, sauf qu'en fait, elle est croppée ici. Attendez. C'est bien ces applications, mais quand ça altère l'affichage des articles, comment je peux faire là? Hop. Je vais vous l'ouvrir dans un navigateur. Hop. Et là, ça devrait mieux s'afficher. Voilà. Non? Eh ben, dis donc, on va pas y arriver. Est-ce qu'on va y arriver, là? Vous m'aidez? Non? Il faut carrément que j'aille sur Reddit. Ouf, voilà. Voilà. Et donc, là, vous avez la vidéo. Vous avez la fameuse vidéo où vous pouvez voir du coup la personne qui sort le casque, donc le MetaQuest, je sais pas quoi là, le casque de réalité virtuelle de Facebook. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, voilà, donc là vous avez aussi les contrôleurs qui ont l'air tout petits d'ailleurs. Et là vous pouvez voir le casque. Qui n'est pas un casque que vous mettez sur la tête, mais en fait qui prend le tour de votre tête. Donc ça va plus vous faire l'effet cheveux aplatis a priori. Il a l'air quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus petit et compact que les précédentes versions, en tout cas du casque de réalité virtuelle. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là vous pouvez voir, il a l'air assez confortable aussi quand même. Après, il y avait des choses un petit peu... Là, vous avez justement un peu le packaging qui vous montre du MetaQuest Pro avec le logo de Meta, d'ailleurs. Voilà. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la visière. Elle a l'air un petit peu étrange. Vous allez la voir, là. Avec des espèces d'œils sur la visière de l'autre côté. Vous allez voir là, voilà. Ici. Là, c'est assez étrange. Pour les caméras, là, pour les capteurs, c'est assez étrange comme look. Je serais curieuse de voir Mark Zuckerberg l'enfiler sur la tête. Il faut, je pense, pas avoir peur du ridicule. Et là, vous avez les contrôleurs. Donc là, ce qui est intéressant, vous avez quand même un joystick ici. Enfin, ça a l'air assez agréable à tenir. Moi, ça me donne vraiment envie de tester. Voilà pour le rendu. Hop, je mets sur pause. Non, je vais pas y arriver. Hop. Compliqué. Et j'ai mes notes qui ont sauté. Tout va bien ce matin. Tout va bien. Ah non. Je suis en galère. Hein. Autant vous dire que je suis en galère sur mon article. J'arrive pas à retrouver mon app. Voilà. Tout a pété, voilà. Donc a priori,
voilà, donc il n'y a pas de par-dessus, ça a l'air quand même vachement plus léger. On nous dit, tu as des haut-parleurs dans les branches du casque, mais c'est quand même assez compact, je trouve, comme rendu. Mode lunettes de ski, ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Hop, je reviens. Mais ça fait un peu lunettes de ski, tout à fait. Ce qui est intéressant, donc, ce qu'on retient, c'est qu'on garde les joysticks, enfin les sticks analogiques ici, qui va être quand même plus confortable. Je pense que ça va ravir certains joueurs. Les contrôleurs ont l'air quand même plus légers, plus agréables à tenir. Le casque aussi. Donc voilà, c'est assez excitant. Je suis assez curieuse, moi, de suivre les annonces le 11 octobre prochain. À savoir quand même que Cambria, c'est quand même vraiment le projet ambitieux. Ici, il est censé poser les bases du futur casque de réalité virtuelle, ou en tout cas des prochains casques de réalité virtuelle, donner un petit peu le là. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il le sort justement avant qu'Apple ne se lance sur le marché des casques de réalité virtuelle aussi dans les prochains mois potentiellement. Mais c'est le Quest Pro, là, le Meta Quest Pro est censé être le premier casque haut de gamme de réalité mixte. Donc ça serait intéressant à voir sur comment ça se passe, quoi. Tout ça pour voir l'avatar éclaté de Mark Zuckerberg en haute définition. Pas faux. J'ai d'ailleurs jamais joué avec les espèces d'avatars, j'ai jamais fait le mien, je pense, depuis les années que ça existe, etc. Que ce soit d'ailleurs sur Facebook ou sur Apple, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Donc petit fail ici pour Facebook. Alors, fail prévu, orchestré ou fail imprévu. Je pense qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à le prévoir ici. Surtout que vu la qualité de la vidéo, bof quoi. Mais ouais, pour le coup, dans ce cas-là, j'y crois pas trop au fail orchestré d'avoir dévoilé le casque avant la date. Je pense qu'ils avaient plus d'intérêt de créer la surprise le jour même. Mais bon, ça sera quand même à suivre assez intéressant. Naotech Team chez Apple ce matin, voilà ce qu'on va pas faire. Oui ou non, hein, on verra. Ça sera intéressant à suivre. Ça reste quand même gros, ça reste quand même un petit peu bizarre, les espèces de découpage sur les verres. Je suis curieuse de voir quelqu'un avec ce casque sur la tête. Mais voilà. On continue avec la news du jour que vous avez pu voir en titre de l'émission ce matin. C'est Ubisoft, grosse annonce côté Ubisoft, puisque c'est désormais officiel. Il y avait eu des rumeurs courant de l'été, mais c'est désormais officiel. La société française a autorisé Tencent à investir pas loin de 300 millions d'euros dans du coup Guillemot Brothers qui gère du coup Ubisoft. Et donc, ça représente 49,9% du capital de la boîte. Hein. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont fait l'acquisition de ce capital avec des parts qui ont une valeur de 80 € par titre. Ce qui représente près du double du cours de clôture au mardi 6 septembre dernier, qui était évalué à environ 43,5 €. Donc une belle valorisation, on va dire ça comme ça, hein, pour Guillemot Brothers Limited. L'autre information super importante, parce que du coup 49,9% au capital de la boîte, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de contrôle si le géant chinois a pris 49,9% de contrôle de la boîte, ou en tout cas de capital? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de décision stratégique pour la boîte, en termes de board, en termes de vote, etc. au conseil d'administration? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a eu l'information, c'est Tencent ne sera pas représenté au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de veto opérationnel. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, il y a une grosse volonté de rassurer ici chez Ubisoft et même dans la sphère tech ici, hein, c'est que Tencent n'aura pas de pouvoir décisionnaire ici. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe chinois aura l'interdiction de vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans, enfin pendant 5 ans. Donc Ubisoft est protégé pendant 5 ans ici, au cas où si la boîte allait mal et que Tencent voudrait fuir, etc. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est plutôt un rapprochement assez stratégique ici entre Tencent et Ubisoft pour éventuellement le futur. C'est-à-dire, ça ressemble un petit peu à ce qui avait pu se passer du côté de NetEase avec Quantic Dream, qui avait investi 100 millions d'euros en 2019 avant d'avaler carrément le studio cofondé avec David Cage à l'époque. Donc voilà, donc potentiellement, on peut se dire que dans un premier temps, Tencent est à 49,9% du capital d'Ubisoft. Et si ça se passe bien, dans les années futures, potentiellement, ça sera complètement sous Tencent. À voir. À voir. Pour l'instant, c'est pas le but. Et la famille Guillemot garde le contrôle, la mainmise sur le contrôle de la boîte, mais ils vont par contre profiter du fonds financier que leur apporte du coup le géant chinois pour se développer, et notamment ils ont annoncé des jeux exclusifs avec Netflix sur la plateforme, voilà, donc ça sera intéressant. Et donc du coup c'est d'autant plus intéressant qu'ils avaient résisté il y a plusieurs années à une OPA hostile tentée par Vivendi qui avait déjà fait main basse sur Gameloft, d'un des frères Guillemot justement. Donc voilà, pour l'instant, c'est quand même un gros tournant pour Ubisoft. Il n'y aura pas forcément de changement immédiat, mais clairement, dans les années à venir, ça sera intéressant à suivre. Je vois un commentaire, oui, bien sûr, un groupe chinois va respecter ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, ça? S'il y a un contrat, hein. Il y a un contrat quand même, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux, hein. Mais après, néanmoins, il y a de l'argent investi, et si officiellement ils n'ont pas de pouvoir et ils sont pas présents au conseil d'administration, il y aura quand même, évidemment, il y a quand même un rapprochement qui est fait, quoi. Donc à voir. Oui, je suis assez d'accord, Wendigo, il ne faut pas faire du bashing. Tout à fait. Il faut ce genre de remarques, les Chinois respectent pas ce qu'ils disent, ça s'apparente à du racisme un petit peu quand même, hein. Je tiens à le dire. Donc attention quand même. C'est stratégique ici et ça sera intéressant à voir. Le qui nous dit pas besoin de contrat, ils se sont check et vidé cul sec l'apéro. C'est un autre type de contrat, on va dire. Voilà. Voilà, en tout cas pour la grosse news d'Ubisoft. C'est quand même assez important ce qui s'est passé. Dernière news. Et dites-moi si on en a déjà parlé dans le mug, parce que j'avoue que j'ai pas trop suivi les mugs de l'été. Je vous avoue que j'ai un peu même déconnecté de l'actualité tech, hein, pour tout dire. Mais ce qui s'est passé là, est-ce qu'on en a parlé sur le chef de la sécurité chez Twitter qui avait démissionné? Donc c'était Peter Mudge Zatko, Mudge étant son surnom, hein, dans le monde de cybersécurité. Peter Zatko, donc, qui était le chef de la sécurité chez Twitter, qui a démissionné de Twitter et qui a notamment publié une lettre qui s'est déclaré donc lanceur d'alerte pour dévoiler les pratiques. Donc il avait déposé une plainte aux gendarmes boursiers américains, hein, donc aka SEC, ainsi qu'au régulateur américain du commerce, c'est-à-dire la FTC, et donc c'était placé sous la protection de la loi américaine sur les lanceurs d'alerte pour justement pointer du doigt les défaillances extrêmes et choquantes de Twitter en matière de cybersécurité et de protection des données et des utilisateurs. Donc c'est quand même assez grave, hein, comme accusation.
D'autant plus que ça vient du chef de la sécurité de Twitter, d'autant plus que c'est une figure respectée, largement respectée de la sphère de cybersécurité dans le monde. C'est pas juste... voilà, c'est une personnalité en tant que telle. Il est très très reconnu dans son domaine. Donc voilà. Et donc il avait lancé donc cette alerte-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc du coup, Twitter, eux, ils font un peu... comment dire? Ils font pas grand-chose, on va le dire comme ça. Ils sont plutôt silencieux. Alors, les avocats de Twitter ont essayé de dépeindre Zatko comme un employé un peu aigri et un peu... voilà, donc qui se vengeait un petit peu de Twitter. Ce que je trouve un petit peu faible par rapport à la personnalité et l'aura de la personnalité dans le domaine de cybersécurité. Mais bon, on peut toujours tenter de discréditer ou de porter atteinte à l'intégrité d'un salarié, mais bon, ou d'un ex-salarié, mais bon, ça semble pas super crédible. Pour l'instant, Twitter a décliné le fait de répondre à toutes les accusations ou aux principales accusations de Zatko. Mais voilà. Et donc, du coup, ça s'est déclenché... voilà, donc les avocats l'avaient dépeint justement comme un ex-employé un petit peu désabusé la semaine dernière lors d'une audience dans le tribunal de Delaware la semaine dernière. Voilà. Donc depuis ces événements-là, qui sont vraiment très négatifs ici pour Twitter, très négatifs parce qu'en plus, ils appuient et renforcent les accusations d'Elon Musk. Ici, je vous rappelle que Elon Musk s'est retiré de la proposition de rachat de Twitter justement parce qu'il avait des craintes concernant les bots et les mises en place de sécurité et de lutte contre le spam et les abus chez Twitter. Disney, a priori, aurait fait la même chose également, se serait retiré d'une potentielle négociation. Et qu'est-ce qu'on a? C'est que la semaine dernière, un juge a justement dit à Musk qu'il pouvait utiliser justement la plainte du lanceur d'alerte Zatko à son propre cas, à son propre dossier. Donc du coup, ça sent vraiment super mauvais quand même pour Twitter. Faut quand même se le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui? Tout simplement, les leaders du Senate Judiciary Committee essayent de faire pression ici sur le CEO de Twitter, donc Parag Agrawal, pour qu'il réponde aux accusations qui ont été faites dans la plainte. Ils essayent tellement de faire pression qu'ils ont même envoyé une lettre. Donc c'est le sénateur Dick Durbin et Chuck Grassley qui ont écrit carrément une lettre qui demande au CEO du coup Parag Agrawal de répondre avant septembre, le 26 septembre prochain, aux différentes accusations qui soulèvent donc des inquiétudes significatives du coup concernant Twitter et le rôle de Twitter sur les communications et avec l'impact qu'ils ont mondial. Voilà. Donc ça sent quand même super mauvais. Alors Lolilon nous dit que ce sont 2 sénateurs assez pourris. Ils ont beau être peut-être assez pourris, ils ont des inquiétudes qui sont a priori fondées, quoi. Je veux dire, quand on a le chef de la sécurité d'un service qui dit les pratiques sont assez pourries au sein de la boîte, c'est quand même le mieux placé pour le dire, et donc c'est quand même très inquiétant. Twitter, l'entreprise que plus personne ne veut, oui, c'est un peu ça. On ne fait que les critiquer en ce moment, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'on est passé d'un service qui nous ouvrait des portes vers la communication, l'échange, et qui a une place toute particulière dans le cœur des fans de tech. Mais qui aujourd'hui, il faut se le dire, fait face à beaucoup de difficultés. Donc, je ne suis pas très optimiste.
ici pour le service. Voilà, je suis un peu inquiète pour eux, quoi. Inquiétude avec Chuck Grassley, on parle de... Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut faire la part des choses ici, parce que je vois des commentaires qui sont très axés sur la critique des sénateurs. Et ça, on peut être en complet désaccord avec un positionnement politique de sénateurs américains. Mais en fait, les faits sont là, quand même. C'est qu'on a quand même l'ancien chef de sécurité de Twitter qui est en train de dire et qui a porté plainte auprès de la FTC et du SEC en disant « Attention, les pratiques de Twitter sont mauvaises en termes de sécurité et ils représentent un danger pour la sécurité nationale. » Quand même. Là, ce n'est pas les sénateurs qui ont dit ça, c'est un expert dans le domaine de la cybersécurité qui est reconnu dans la communauté de la cybersécurité et qui a été chef de la sécurité pendant 2 ans puisqu'il a rejoint en 2020 Twitter. Voilà, donc voilà. Après, voilà, que des sénateurs qui sont d'un certain bord politique saisissent l'opportunité pour enfoncer un peu plus les services, c'est une chose, mais là, ils ont quand même des craintes légitimes, quoi. C'est du racisme anti-Twitter. Les faits sont là, mais d'un autre côté, les politiciens américains sont d'une hypocrisie sans fond, mais tu as raison sur le fond. Oui, alors après, voilà, je dis pas que je suis d'accord avec les politiciens américains et que je supporte tel ou tel bord, hein, pas du tout. Hein. Et honnêtement, voilà, c'est... Ouais. Je suis d'accord, il y a plein de choses auprès des politiques, etc., qui peuvent faire grincer des dents à raison. Mais là, c'est pas vraiment le sujet, quoi. Voilà. Donc voilà, pas grand-chose de plus pour l'instant. On va évidemment suivre les déroulements et qu'est-ce qui va se passer avec Twitter, mais là, il commence un petit peu à être cerné ici, avec Elon Musk qui commence... Alors, au tout début... Moi, je disais justement, Elon Musk n'a pas vraiment de cas ici de dossier ici pour refuser le rachat. Il s'est mis dans une situation compliquée. Mais plus ça avance, plus finalement, il a du grain, il ajoute vraiment de la substance à son dossier. Et c'est Twitter qui est vraiment dans une situation précaire ici. Hein. Donc à voir. On vous tiendra au courant évidemment de qu'est-ce qui se passe. Je vous propose, pour terminer l'émission, on a fait le tour des actualités tech du jour, de faire une petite tartine pour débriefer un petit peu des résultats des Emmy Awards qui se sont déroulés hier soir. Sans plus tarder, du coup, on passe à la tartine. Voilà, donc on passe à la tartine et je voulais débriefer rapidement avec vous du coup des différentes récompenses. Donc cérémonie qui s'est déroulée en présentiel, hein, ils avaient donc une salle, plein de stars qui s'est déroulée un peu comme les cérémonies pré-pandémie à l'époque. Donc c'était la 74e cérémonie des Emmy Awards, ça s'est déroulé à Los Angeles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon récapitulatif. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est, par exemple, Succession, grand succès de la série Succession, qui avait le plus de nominations, avec 25 nominations pour meilleure comédie dramatique et écriture. Voilà, on avait également des acteurs qui étaient nominés avec Matthew McFadden, qui fait le beau-fils dans la série en acteur secondaire. On a également la série White Lotus qui a pas mal gagné également pour série limitée pour l'écriture et la direction et notamment les meilleurs acteurs secondaires avec Murray Bartlett et Jennifer Coolidge. Voilà, donc on a eu pas mal de prix. Je vais essayer de vous les récapituler. Donc, meilleure comédie, Ted Lasso qui a coiffé au poteau What We Do in the Shadows.
Mais voilà, j'ai envie de vous dire, j'adore Ted Lasso, j'adore What We Do in the Shadows. Ted Lasso, c'est plus mainstream, c'est plus facile comme prix. C'est un truc que tout le monde peut aimer, c'est plus grand public comme série. What We Do in the Shadows, il y a un côté weird dans cette série, un côté décalé qui plaira pas à tout le monde. Et donc, plus difficile d'attribuer un prix aussi. Mais j'ai très hâte de commencer la nouvelle saison. Mais Team What We Do in the Shadows. J'ai hâte de regarder la dernière saison, surtout que j'ai vu un caméo de folie. Dans un des épisodes, j'ai été spoilée par le caméo en plus, donc je sais qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, vous voyez, je suis très très impatiente de regarder la nouvelle saison. Mais bon, impatiente aussi d'avoir la 3e saison de Ted Lasso, qui malheureusement n'a pas du tout été annoncée d'ailleurs par Jason Sudeikis quand il est monté sur scène avec le staff de Ted Lasso. Hein. Donc on n'a pas d'informations encore sur la sortie de la prochaine saison de Ted Lasso. Meilleur drama, donc Succession. J'avais aimé la première saison. Mais un peu de la même manière que la semaine dernière quand je vous parlais de Breaking Bad. C'est que la 2e et 3e saison m'ont perdu. C'est la surenchère avec des personnages de plus en plus détestables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et en fait, j'ai juste envie de leur dire, mais c'est quoi l'intérêt de regarder une série où tout est détestable ? Ils se tirent tous dans les pattes et ils sont tous plus pourris les uns que les autres, quoi. Et donc, du coup, je prends pas de plaisir, je ne prends plus de plaisir, en tout cas, à regarder cette série. Parce que la première saison, il y avait une mise en place des caractères et des dynamiques familiales qui étaient intéressantes. Mais alors, vraiment, depuis, j'ai beaucoup de mal. Bref, c'est un avis très, très, très personnel. Là, par contre, les acteurs sont formidables. Hein. J'ai beau pas être emballée par l'évolution du scénario, les acteurs restent absolument formidables, impeccables dans leur rôle. Le award est mérité pour Matthew McFadden qui joue un beau fils un peu imbécile, mais qui s'est étoffé justement dans la dernière saison. Enfin bref, voilà, les acteurs sont vraiment, vraiment formidables. Mais à côté, il y avait la série Severance de Apple TV. Et bon, Severance, quoi. Moi, ça a été un gros coup de cœur, mais aussi, c'est pas une série facile. Elle est lente, elle est bizarre, on sait pas trop où elle va. Il y a beaucoup de questionnements, il y a encore pas beaucoup de réponses, mais je l'ai trouvée hypnotique, cette série, fascinante. Et donc, bon, dommage qu'elle n'ait pas eu le Awards, mais en même temps, c'était la première saison. Elle aura le temps, j'espère, peut-être pour une seconde saison de la voir. Donc voilà. Best Limited Series, c'est The White Lotus qui l'a remporté. Alors moi, je n'ai pas regardé cette série, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, tout simplement. Meilleure actrice en comédie, c'est Jean Smart. Contente, j'aime beaucoup cette actrice. Alors, j'ai eu un doute, mais je vais pouvoir vous montrer normalement qui c'est, pour ceux qui ne se rappellent pas. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ? C'est cette actrice-là, qui a joué dans Légion, que moi j'adore, absolument, et j'adore cette actrice, elle est formidable, grande classe, et donc je suis très contente qu'elle ait remporté le Award. Voilà, même si je n'ai pas regardé la série, parce que je suis fan, et j'assume. Voilà. Donc voilà pour Jean Smart. Je reprends ma petite liste. On a évidemment Jason Sudeikis qui a remporté pour Ted Lasso meilleur acteur dans une comédie. On a Zendaya qui a remporté le meilleur prix de l'actrice dans un drame avec Euphoria. Bon, elle est formidable, hein, Zendaya, mais bon, c'était difficile de ne pas lui donner. Enfin,
Voilà, bon. Mais par contre, c'est vrai qu'Euphoria, vous voyez, on n'a pas réussi à continuer à regarder la série avec Jérôme, parce que ça nous a un peu déprimés. Et puis avec tout le climat géopolitique actuel très angoissant, on a eu beaucoup de mal. On n'a pas continué la dernière saison d'Euphoria. Il faut qu'on la reprenne, parce que même visuellement, c'est juste époustouflant. Mais voilà. Oui, Severance a été battue dans quasiment toutes les catégories. C'est un peu triste. Par contre, elle a remporté le prix de Opening Credits. Je le dis parce que c'est important, parce que les Opening Credits, comment on appelle ça ? Le générique de la série est magnifique. Magnifique. Encore une fois, il retranscrit merveilleusement bien l'ambiance de la série. Là, ils ont eu aussi, je crois, j'ai un doute. Il me semble qu'ils ont eu un prix en termes de musique. La musique aussi est un petit bijou, donc très mérité aussi. Donc ils n'ont pas non plus tout perdu. Mais voilà, petit bijou, pas facile, mais petit bijou en termes de série, Severance. Sur Apple TV, pour ceux qui se demandent où c'est. Voilà, Ted Lasso, c'est également Apple TV. On a Succession, c'est HBO. The White Lotus, c'est HBO. Euphoria, je crois que c'est... Euphoria, il me semble que c'est HBO aussi. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est HBO. Ensuite, en meilleur acteur drame, on a Ling Joo-jae, qui est l'acteur de Squid Game. Première fois qu'un acteur remporte un prix en langue étrangère, en jouant dans une langue étrangère, donc vraiment cool. C'est dingue, il faut attendre 2022 pour ça, mais mieux vaut tard que jamais. Donc a priori, c'était mérité. Hein. J'avais entendu beaucoup de bien de cet acteur. Moi, je n'ai pas regardé Squid Game. Parce que ça n'avait pas l'air d'être mon truc. Ensuite, en meilleure actrice dans une série courte, c'est Amanda Seyfried qui a remporté pour The Dropout. Rappelez-vous, on en a parlé de The Dropout. C'est une de ces 3 séries qui traitent des startups qui ont une catastrophe. C'est-à-dire, il y a eu donc Theranos avec la CEO Elizabeth Holmes, qui était donc jouée par Amanda Seyfried dans cette série The Dropout. Il y avait également We Crashed, qui retraçait WeWork. Et puis il y avait, je ne sais plus comment s'appelle la série, mais sur Uber également, avec le CEO également. En meilleur acteur, c'est Michael Keaton qui remporte, grand acteur, hein, Michael Keaton, enfin je veux dire, il n'a rien à prouver. Je pense qu'il a même déjà eu d'autres prix, même peut-être des Oscars, j'en sais rien, mais c'est un très grand acteur. Il me semble qu'il avait eu l'Oscar pour le fameux film qui avait marqué son retour, qui était formidable. Enfin, sa prestation était formidable en tout cas, mais je me souviens plus le nom du film. Mais bon voilà, il l'a remporté pour Dopsic. Dopsic, c'est sur ma liste de séries à regarder. Je ne l'ai pas encore regardé. Ensuite, il y a en actrice secondaire pour une comédie Cheryl Lee Ralph qui remporte pour Abbott Elementary. Je n'ai pas regardé la série. Il y a Brett Goldstein qui remporte aussi en côté homme avec Ted Lasso. Brett Goldstein, génialissime. En supporting actress côté drame, c'est Julia Garner dans Ozark. Moi, j'avoue que je n'ai pas regardé Ozark. Et c'est Matthew McFadden côté homme pour Succession, mérité. Et puis pour une série limitée, c'est The White Lotus avec Jennifer Coolidge qui remporte. Et Murray Bartlett également qui remporte pour The White Lotus. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde un petit peu. Abbott Elementary également qui remporte pour l'écriture d'une série comédie. Et Jess Armstrong qui remporte pour Succession pour l'écriture d'une série drame. Et Mike White qui remporte pour The White Lotus pour l'écriture d'une série limitée. Voilà. Et pour la direction, c'est MJ Delaney pour un épisode de Ted Lasso qui remporte également. Et pour la direction, pour une série dramatique, c'est Squid Game qui remporte. Voilà. Et pour une série limitée, c'est The White Lotus aussi. Pour documentaire, c'est The Beatles Get Back qui remporte Disney+ ici. Donc voilà. Donc ça, on l'avait pas terminé non plus ce documentaire. Mais voilà, c'est eux qui remportent.
Et en termes de show variété, c'est Last Week Tonight with John Oliver qui remporte.